Bonjour à toutes et à tous, bienvenue justement sur l'espace ressources. Alors pour démarrer cette matinée, on voulait commencer justement pour vous faire présenter des nouvelles innovations, des nouvelles solutions et notamment c'était aussi pour vous faire découvrir un peu des innovations qui sont inspirées de la nature, notamment avec le biomimétisme. Alors pour cela, on va avoir 3 entreprises qui vont venir pitcher, vous présenter leurs solutions. Et je vais donc du coup accueillir tout de suite justement la première entreprise qui va venir, qui est Phoenix. Donc voilà, je te laisse la parole et je te laisse la piste. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis Alexandra Corsi-Chopin. Je m'occupe des relations extérieures chez Phoenix et aujourd'hui, je vais vous raconter une belle histoire, une très belle histoire même. Je vais vous raconter l'histoire des moteurs de bateaux à nageoires, les premiers au monde. Alors, est-ce que vous savez à quelle vitesse se déplace la baleine bleue ? La baleine bleue se déplace à 30 km/h. Et la baleine bleue fait quand même 190 tonnes. Ensuite, est-ce que vous savez à quelle vitesse se déplace le dauphin ? Le dauphin, c'est 60. Et enfin, l'espadon, 110 km/h. Et tout cela dans l'eau, et évidemment sans hélice. Vous l'avez compris, l'humanité a énormément de choses à apprendre de la nature. Et étonnamment, l'humanité s'est dirigée vers des solutions tout autres pour la propulsion nautique, vers des solutions à hélice plutôt qu'à nageoire. Alors Phoenix a été créé par Harold Guillemin, ingénieur en 2019, et il a fait le constat que l'hélice était quand même perturbatrice et dangereuse. Et donc il s'est dit qu'il allait mettre au point des moteurs de bateaux à nageoire que voici. Vous avez le 5 chevaux et le 150 chevaux. Le 5 chevaux, un moteur de bateau 2 kW, complètement électrique, sécurisé, qui est pourvu d'une membrane discoïdale qui reproduit le mouvement de la méduse. Aujourd'hui, ça y est, il est commercialisé et on lance l'industrialisation cet été au Havre, en Normandie. Ensuite, il y a le second moteur, le 150 chevaux. Tout comme le 5 chevaux, il est électrique. En revanche, il est pourvu de 2 membranes planaires cette fois-ci et non plus discoïdales, qui vont onduler à l'image des nageoires caudales, des dauphins et des baleines. Le 150 chevaux a d'ailleurs une particularité, c'est qu'il pourra être plugué avec une pile à hydrogène. Voici le mouvement de la nageoire pour le 5 chevaux. Et voici le mouvement des 2 nageoires caudales pour le 150 chevaux, à l'image de la baleine et à l'image du dauphin. Voilà, donc nous avons aussi une vision, nous allons aussi aller vers les pompes industrielles. Aujourd'hui, 20% de l'électricité en Europe est dédiée aux pompes. Le processus de fluide, il y en a vraiment partout, que ce soit pharmaceutique, granulé, etc. Donc Phoenix, c'est aussi ça. Et nous souhaitons devenir leader en matière de transition énergétique. Alors nous sommes entourés par un grand parrain, un grand monsieur que tous ici vous connaissez certainement. Il s'appelle Loïc Perron. C'est notre parrain depuis la première heure. Il a été notre conseil et il y a 3 semaines à la Baule, dans la baie du Pouliguen, il a testé pour la première fois notre moteur. Voilà, après 2 levées de fonds, une première d'1 million d'euros, une seconde à l'automne dernier de 6 millions d'euros, nous sommes très heureux de continuer l'aventure et je peux vous dire au nom de toute l'équipe que nous sommes passionnés et que nous sommes convaincus que pour préserver la nature, il faut s'en inspirer. Je vous remercie. Merci beaucoup pour votre présentation. Le coût de ces moteurs par rapport à des moteurs plus classiques, c'est combien ? Bonjour, merci pour votre question. Alors, c'est des moteurs, on se positionne à peu près comme nos concurrents électriques, on est plus cher que le thermique. Exemple, pour le 5 chevaux, il se situe à 3 200 € TTC, voilà, pour les particuliers. Ce que je ne vous ai pas dit, c'est que le moteur 5 chevaux, c'est un petit moteur, donc 5 chevaux 2 kW, qui se destine aux petites annexes, aux barques, aux voiliers jusqu'à 3 tonnes, notamment pour les entrées-sorties de port. Les loueurs de bateaux sans permis en sont friands, les écoles de plongée aussi. Voilà, et pour le 150 chevaux, on va se destiner à des applications plus commerciales, bateaux de travail, bateaux de plaisance, particuliers également, et puis chantier nautique. Bonjour. J'avais une question concernant le moteur de 150 chevaux. Est-ce que la vitesse de déplacement du bateau est équivalente à un moteur classique à hélice ?
Merci, oui tout à fait. Et en termes de rendement, on va essayer d'aller au niveau du dauphin. Voilà. Mais c'est vraiment équivalent. Et oui, gros sujet, ce que je ne vous ai pas dit non plus, c'est que là, il est en phase de développement. On a un objectif, c'est les Jeux Olympiques de Paris 2024. Pourquoi je vous dis cela? Parce que l'année dernière, nous avons candidaté à un appel à projet orchestré par le ministère de la Transition écologique. Et nous l'avons remporté, cet appel à projet. Et le but, c'est que notre moteur, grâce à ce gain, soit valorisé lors de la cérémonie d'ouverture. Et donc nous sommes en pourparlers avec Paris 2024, avec Toyota également, pour, dans un de nos rêves les plus fous, transporter la flamme. Voilà. Alors, moi, je voudrais quand même vous poser une dernière question. C'est est-ce que donc, du coup, les moteurs que vous avez construits, est-ce qu'ils créent une dégradation au niveau de la biodiversité marine? Alors, très bonne question. Le but, effectivement, c'est d'être le plus responsable possible. Donc, il n'y a pas de cavitation. Pourquoi? Le 5 chevaux a été bien dimensionné, donc il n'y a pas de cavitation. Le bruit est considérablement réduit. Et par ailleurs, pour m'être baigné juste à côté, je peux en témoigner, il est tout à fait sécurisé. Donc que ce soit pour les animaux marins et la biodiversité humaine et marine, il est tout à fait sécurisé. Et en termes de maintenance et d'entretien, on est proche de zéro, c'est-à-dire qu'on peut déclipser la membrane, en repluguer une nouvelle soi-même. Et il n'y a plus de risque d'emmêlement, que ce soit au niveau des algues, des boutes, des fils de pêche. En fait, c'est vraiment ultra simplifié, voilà, et respectueux de la biodiversité. On s'est d'ailleurs entretenu avec un bioacousticien de renom qui nous expliquait à quel point les fonds marins sont une cacophonie permanente. Il comparait d'ailleurs les fonds marins à une boîte de nuit permanente pour les animaux marins. Donc c'est un gros sujet. Voilà. Bonjour à tous, merci d'être là et merci pour votre intérêt pour le biomimétisme en général et les solutions d'ADV ProPulse en particulier. Je vais prendre 30 petites secondes pour remercier BPI pour l'organisation de la journée et également pour leur soutien financier depuis le début de l'aventure. On a réalisé 2 levées de fonds de 350 000 € il y a 3 ans et de 3 millions d'euros l'année dernière. Et BPI a abondé ces levées de fonds, donc merci à eux. Et merci également au CEBIOS qui nous a détecté et poussé à participer à ces événements. C'est un vrai plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Alors on va rester dans le monde de la mobilité marine avec notre solution. Donc on s'est également inspiré de ces poissons pour travailler les solutions de mobilité et de récupération d'énergie. On va l'illustrer. Donc vous avez vu de dessous un mouvement un peu mystérieux qui est le mouvement de nos pales. On va y revenir sur une vue un peu plus dégagée. Et vous voyez la queue du requin en parallèle. Donc le mouvement de notre pale pendant la rotation reproduit le mouvement de la queue du poisson. Alors je vous laisse quelques secondes là, vous allez finir par l'attraper. On va le voir un petit peu différemment là sur la planche suivante. Donc comment ça marche? Alors si on fait un peu de technique et de mathématiques, qu'on sort de l'eau et du monde des poissons, nous sommes la première entreprise à avoir réussi à réaliser un rotor trochoïdal, qui est un mouvement qui est connu depuis les années 60. Il y a eu de nombreuses tentatives techniques et industrielles de réaliser ce mouvement. Il y a ADV ProPulse et son fondateur Arnaud Curuchet est la première entreprise à développer à ces niveaux de puissance et industrialiser ce type de mouvement. La particularité, c'est le mouvement de la pale. Donc vous allez le voir sur le modèle réel. Donc vous voyez l'oscillation là que vous voyez par-dessous sur la planche précédente, et en termes de direction, on peut orienter à 360 degrés le flux compte tenu de l'axe vertical. L'hélice tourne sur un axe horizontal, notre rotor tourne sur un axe vertical. Petite parenthèse, je parle d'hélice. Une hélice, vous en avez dans infiniment d'applications. Il est évident qu'aujourd'hui on a misé sur la propulsion marine, mais rendez-vous dans quelques années pour parler d'éoliennes, de pompes, de ventilation, pourquoi pas de propulsion dans les airs. Beaucoup d'idées sur le sujet. Pour l'instant, le focus, c'est la propulsion maritime, et en particulier la voile. Pour la voile de croisière, nous proposons le Smart Sail, un produit tout électrique de 15 kW qui est destiné aux voiliers pour assurer les fonctions de propulsion et d'hydrogénération. Moteur électrique pour profiter d'une motorisation silencieuse et très efficace dans les ports. Vous avez vu la direction à 360 degrés pour faciliter les manœuvres, en particulier dans les ports et les passes un petit peu étroites. Et donc on a une intégration un peu particulière qui se fait en écrasion verticale dans un puits cylindrique à l'intérieur des coques. C'est ce que vous voyez sur la partie droite de la planche.
En résumé, nos avantages, donc ce mouvement est connu pour être très très efficace d'un point de vue énergétique. Le rendement supérieur de 15% a été mesuré en bassin de Carène avec les équipes de Naval Group qui se sont intéressées à nous depuis 2019. Et on retrouve la même efficacité en propulsion et hydrogénération. On a un mouvement symétrique, ça marche aussi bien dans les deux sens, contrairement à une hélice. La manœuvrabilité, j'y reviens pas, j'en ai déjà beaucoup parlé. Le bruit, c'est un sujet, mes confrères en ont parlé le pitch précédent. On a également une particularité, on tourne très très lentement, 5 à 9 fois moins vite qu'une hélice. Et le bruit rayonné sous l'eau est très différent d'une part et beaucoup moins intense qu'une hélice. Alors c'est des choses qu'également en objective, on a des mesures acoustiques qui ont été faites avec les militaires qui s'intéressent au sujet pour d'autres raisons que les baleines. Et c'est quelque chose qui est vraiment spectaculaire en termes de résultats. J'espère qu'on pourra communiquer bientôt sur les résultats. Vous avez vu l'intégration verticale, on n'a que les pales qui dépassent de la coque, donc le strict nécessaire, tout ce qui est sous l'eau sert à faire avancer le bateau. Donc une traînée minimale, et en mode hydrogénération, on peut tout à fait ajuster l'oscillation de la pale pour avoir une traînée quasi nulle si on veut profiter de la vitesse du voilier. Et le dernier point, on s'est amusé à envoyer dans notre rotor des bouts défiler des algues. On n'a pas ce phénomène d'entortillement autour de l'hélice et risque de blocage. Les choses passent à travers le rotor, sont injectées. C'est quelque chose qui est assez amusant à voir. Je vous invite à aller voir les vidéos qui sont disponibles sur nos pages LinkedIn et site internet. Donc voilà, un début de commercialisation cette année pour les voiliers de croisière. Merci de votre attention et je serai ravi de répondre à vos questions. Merci beaucoup. Alors, est-ce que vous avez des questions? Non? Moi, j'aurais une petite question justement parce que ce que tu nous expliquais, c'est qu'avec l'hélice sur Terre, ça pouvait justement être aussi utilisé. Et tu parlais justement d'une prochaine intégration en vue d'une éolienne. C'est bien ça? Oui, alors je l'ai raconté un petit peu à l'envers. L'histoire d'ADV Propulse, c'est d'abord ADV Tech qui a été créé en 2012. Et là, on a une phase de l'inventeur dans son garage. Donc Arnaud a prototypé une éolienne qu'il a testée pour valider le principe mécanique. Et c'est sur cette base-là qu'il a déposé ses premiers brevets. Ensuite, faire du business dans le petit éolien, à l'époque, en 2015-2016, c'était une aventure dont il n'a pas pris le risque. C'était vraiment trop complexe en termes de marché. Et donc, on a réorienté l'aventure de l'entreprise vers la propulsion, qui est l'application sur laquelle on a le plus de chances d'accéder au marché dans de bonnes conditions. Donc, l'éolien, on l'a toujours dans un coin de la tête, comme toutes les autres applications. Et ça fera l'objet de développement futur. Arnaud Curuchet est toujours à réfléchir à ces applications-là et ces développements pour les années qui viennent. Bonjour à toutes et tous. Alors, je suis ravi de passer après ces deux innovations. Ça va être beaucoup moins axé sur les poissons, mais ça va être, j'espère, tout aussi intéressant. Donc, moi, je vais vous parler d'une innovation qui est très connue, qui est bio-inspirée et qui peut vous aider à aussi comprendre comment vous pourriez être bio-inspiré dans votre métier. Cette innovation, c'est l'intelligence artificielle. Je pense que ça parle à tout le monde, surtout en ce moment. Fondamentalement et historiquement, c'est quelque chose qui a été très bio-inspiré. On peut imaginer le fonctionnement du cerveau. On peut imaginer beaucoup de choses sur le fonctionnement, par exemple, des colonies de fourmis. C'est comme ça qu'aujourd'hui est fait le tracé, par exemple, des routes pour l'optimisation logistique. Et il y a énormément d'innovations, de plus en plus, où on va aller regarder comment fonctionnent soit les animaux dans leur fonctionnement collectif, soit justement un animal dans son fonctionnement intrinsèque, par exemple son cerveau. Je vais vous raconter qu'est-ce qu'on peut faire avec, un peu pour vous ouvrir les chakras, et ensuite vous raconter comment ça peut aussi aider le biomimétisme. Ah, mais il n'y a pas... Ah, je les ai envoyés, mais... c'est pas grave, du coup je n'ai pas de slide. Je vais devoir improviser, ce n'est pas grave. Donc aujourd'hui, sur les questions de transition écologique, l'intelligence artificielle, ça peut énormément s'utiliser pour différentes applications. Je vais vous parler d'une première d'entre elles, qui est quelque chose qu'on a sorti hier, et c'est pas quelque chose que je vends, c'est quelque chose qui est ouvert à toutes et tous, que vous pouvez utiliser. C'est un ChatGPT, est-ce que ça parle à tout le monde ? Des rapports du GIEC et de l'IPBES, c'est-à-dire un outil que vous pouvez utiliser pour poser des questions sur la biodiversité, sur le climat, sur des innovations que vous pourriez faire, et qui va aller chercher parmi des milliers et des milliers de pages pour venir vous apporter une réponse. Par exemple, comment je pourrais faire une innovation sur la propulsion des bateaux utilisant justement la bio-inspiration. Donc ça va venir chercher dans les rapports scientifiques pour pouvoir vous dire vous pourriez faire ça selon tel scientifique et avoir les sources.
Ça, bon, c'est pas grave, vous n'avez pas le lien, mais vous pourrez chercher dans les différents médias, vous pourrez le trouver très facilement. Et c'est une première application. Une deuxième application, nous on utilise ce même genre de technologie pour faire des choses très fondamentales et un peu chiantes, que sont par exemple pré-remplir des questionnaires ESG. Ça c'est quelque chose qui prend beaucoup de temps pour à peu près tout le monde ici. Et en fait c'est très utile de pouvoir utiliser ça pour aller gagner un peu de temps et pas rédiger 3 fois la même chose. Et je vous parle d'une troisième application que justement pour finir sur la bio-inspiration, c'est comment cette innovation qui est déjà bio-inspirée peut venir aider vraiment ce monde du biomimétisme. Et donc on a travaillé pendant plusieurs années avec le CIBIOS, qui est donc un institut fondamental sur le biomimétisme, pour justement venir utiliser l'intelligence artificielle pour mapper la taxonomie des espèces, c'est-à-dire la hiérarchie du vivant, et venir trouver parmi des centaines de millions, et c'est vraiment, on parle de centaines de millions, d'articles scientifiques, quels articles parlent de quelles espèces. Et aujourd'hui, dans la recherche en biomimétisme, de plus en plus, on utilise l'IA pour trouver, je vais m'intéresser par exemple au fulgore, qui est une espèce de cigale qu'on voit partout dans le monde, et je vais comprendre quelles sont ses propriétés. Par exemple, si je veux faire une colle, je veux faire une idée de propulsion, je vais pouvoir aller chercher dans la beauté de ces espèces-là, qu'est-ce que les scientifiques ont dit à travers le monde, et remonter l'arbre des espèces pour trouver des papiers scientifiques qui sont en rapport. Donc, c'est pas grave, je n'ai pas d'illustration, mais je vais m'arrêter là. Donc tout ça pour vous dire, en résumé, même si votre activité d'entreprise n'est pas reliée au vivant, comme ont la chance d'avoir ce métier magnifique où ils travaillent avec l'océan, si votre métier c'est derrière un bureau, derrière un ordinateur, il y a quand même toujours des possibilités d'être bio-inspiré pour pouvoir faire des choses qui soient plus performantes et plus économes et moins énergivores. Merci. Moi, je vais te poser quand même une petite question. Parce que, donc, on a bien compris justement qu'on peut utiliser aussi l'intelligence artificielle pour nous aider à piloter un peu du coup, tout ce qui est campagne ESG. Est-ce que de manière globale, on peut aussi l'utiliser pour piloter une stratégie RSE, ou vraiment tout l'aspect du coup, performance extra-financière d'une entreprise? Alors, ça dépend pour faire quoi. C'est un outil comme un autre. Et donc pour pouvoir le faire, pour piloter une stratégie globale, il faut avoir la donnée sur la stratégie globale, qui est le plus gros du sujet, sur lequel en fait c'est déjà aujourd'hui difficile de la collecter et de la voir pour pouvoir en faire quelque chose. Par contre derrière, si on commence à la voir, c'est intéressant de commencer potentiellement à l'utiliser pour venir trouver les axes intéressants, les chemins qui seront intéressants. Et là on retombe par exemple dans des logiques d'optimisation qui vont utiliser beaucoup de techniques bio-inspirées, que ça soit, je parlais de colonies de fourmis, je parlais d'optimisation génétique. Ça, c'est des choses qu'on utilise fondamentalement pour trouver les bonnes trajectoires en venant chercher justement des compromis potentiellement financiers, extra-financiers. Donc c'est justement un des grands cas d'application. Bonjour, en fait je me posais la question, ok vous développez pour des sujets qui sont quand même plutôt en faveur de l'environnement, mais vous qu'est-ce que vous faites dans vos applications pour justement être Green IT et respecter ce que vous prenez? Vous doutez bien que cette question-là je l'avais préparée. Donc le sujet, si vous n'avez pas entendu, c'est est-ce que justement l'IA c'est pas quelque chose qui est très énergivore, qui n'est pas utiliser une grosse Bertha pour essayer de résoudre un problème et de causer un problème encore plus gros. C'est tout à fait vrai et il faut faire extrêmement attention à ça. Ce qu'il faut comprendre, c'est que l'IA, le gros de la partie qui est très énergivore, c'est l'entraînement des modèles, c'est-à-dire fabriquer un algorithme qui va venir apprendre sur des milliards de points de données. Ça, c'est effectivement très énergivore. Une fois que ça c'est fait, et notamment moi dans mon métier, je ne fais pas cette partie-là. Je récupère des choses que des gens ont fait sur le sujet pour pouvoir l'appliquer dans mon métier. Et ça, c'est assez peu énergivore. Donc derrière, il y a la question de est-ce que quand on vient appliquer ça, on ne vient pas quand même derrière. Et donc derrière, il y a quand même des techniques qui sont utilisées pour venir compresser justement l'énergie qui est utilisée pour pouvoir fabriquer ces modèles-là. Et en fait, à nouveau, on retombe sur de la bio-inspiration. Le cerveau, il fonctionne avec 50 watts et il arrive quand même à être beaucoup plus puissant que ce qu'on fait avec des data centers. Et donc ça, c'est un des énormes pans de la recherche qui est beaucoup poussé par l'Europe pour justement essayer de développer ça, alors que ce n'est pas du tout le cas aux États-Unis. Donc c'est un peu un combat de paradigme où concrètement, moi quand je travaille, je peux le faire sur mon ordinateur et j'ai pas besoin de supercalculateurs, mais en pratique, la recherche en IA utilise des très gros calculateurs. Donc il y a un énorme sujet de maîtrise et de législation, à nouveau, pas tant parce que c'est pas possible, mais surtout parce que c'est pas voulu.